Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis super contente et un peu impressionnée, hein, quand même, je l'avoue, parce que j'accueille Antoine Pétavin. Donc, Antoine qui est Love Coach. Salut Bonjour, Antoine, comment ça bonjour va? Lucie. Un immense merci de me recevoir sur ta chaîne. Et Avec grand je suis plaisir. pas si connu que ça. Je pense qu'il n'y a pas de quoi être impressionné. J'ai un ami qui m'a dit un jour, il m'a dit, t'es assez connu pour qu'on te dise bonjour dans la rue, mais pas assez pour entrer gratuit en boîte de nuit. C'est ça le niveau de popularité que j'ai, je pense. Ça qu'on me reconnaît à peu près, mais c'est pas une autorité qui est très utile. Bon, en tout cas, dans le domaine des relations amoureuses, c'est quand même pas mal connu, je pense. Oui, c'est un sujet qui me passionne. Ça Euh, fait 20 ans quasiment que je fais ce métier-là. Pas loin, et ça me passionne encore chaque jour. Chaque jour, le matin, je me réveille, je me dis, est-ce que est-ce qu'il y a encore des choses que j'ai pas explorées, trifouillées, torturées, réfléchies? Et chaque jour, j'en découvre un peu plus dessus. C'est un ah oui, métier c'est le métier que je recommande à tout le monde de faire. C'est un bonheur de faire ce métier. Et puis on touche probablement la chose la plus importante au monde, c'est-à-dire l'amour, en fait. Hmm. Parce que tu partages de l'information et tu accompagnes les personnes aussi bien dans les relations, on va dire, saines, Oui, que dans les dans les relations relations où tu toxiques. aides C'est dans les exactement ça. relations toxiques. Donc, tu as écrit 2 ouvrages aussi. Oui, quand j'étais Tu as jeune, quand ouais, quand même j'étais un jeune. parcours impressionnant, hein, quand on regarde un petit peu. Et ça fait 10 ans que tu fais des vidéos parce que tu dis ça fait 20 ans que tu es dans ce domaine-là. Je suis tellement vieux, pour tout te dire, quand j'ai démarré à l'époque, c'était l'époque des blogs et des forums. On parlait pas de réseaux sociaux. Je pense que c'était même pas né en fait en 2005. Je crois que c'est né juste après ou à peu près à ce moment-là. Donc j'avais des forums, j'avais des blogs. On n'avait encore pas beaucoup mais même pas du tout de vidéos. Et puis les blogs ont un peu périclité, les forums ont été remplacés par les plateformes sociales. Moi qui adorais écrire, j'ai écrit ces livres quand j'étais jeune, quand j'étais à mes débuts. Il y en a un qui s'appelle Casé en une semaine, que j'ai mis sous un nom d'emprunt à l'époque, sous Tony Di Spirito, parce que j'assumais pas trop parler d'amour, alors que j'étais déjà salarié à côté dans la vraie vie. Et par chance, j'étais tout jeune, j'avais, je sais pas, 25, 26 ans, et ça a été un best-seller pendant 2 ans, top 1 ou top 2 des ventes, je crois. Et j'en ai fait un peu plus tard qui parlait de la reconquête amoureuse, qui s'appelle Je récupère mon ex. Et j'ai arrêté d'écrire parce que peut-être que je devrais m'y remettre, mais il y a de moins en moins de gens qui lisent. Le travail d'écriture est quelque chose de très compliqué. Ça me prend des mois et des mois pour sortir un livre, même si c'est pas en année probablement. Euh, et comme il y a moins d'audience pour ça, pour moi, c'est plus simple de donner des conseils chaque jour en vidéo parce que le format est plus simple. Sortir 10 minutes de vidéo nécessite beaucoup, beaucoup moins de travail que sortir 300, 400 pages de livre. Mm. Et aujourd'hui, ce que je veux surtout, c'est impacter, en fait, quel que soit le média, impacter, donner des idées, motiver les gens. Et puis, ouais, ça a eu toutes les formes. Après ça, il y a eu un associé, des salariés, des prestataires, des plateformes, des applications. Il y a beaucoup, beaucoup de choses aujourd'hui. Ouais. C'est ce qui fait que je suis très impressionnée. Et alors, j'ai remarqué souvent dans des vidéos, bon, moi, je regarde un peu tous les 2 formats, hein, mais on va se concentrer aujourd'hui sur les relations toxiques. Oui, Tu rappelles souvent qu'il y a une crise, la première crise, qui est mémorable. Et c'est vrai. ça, je pense qu'on le sait tous. Quand on l'a vécu, on ne peut pas dire le contraire. Et moi, j'avais envie de parler justement de une vidéo que j'ai Allez, regardée au bon moment et elle est tombée à pic et ça m'a beaucoup aidée. Tu parlais de comment on vit, tu vois, l'après séparation et comment le PN le vivait. c'est Et vrai. tu l'expliquais de manière très factuelle avec des schémas. Et ben cette vidéo, elle m'a marquée, tu vois, je m'en souviens encore. C'est gentil. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai envie de rester dans cette continuité et d'aborder, d'explorer avec toi le sujet du coup très sensible de la séparation, de l'après, Oui, ce qu'on vit,
ce qu'on ne voit pas toujours et comment reprendre son pouvoir. Ah bah, avec grand plaisir. Donc, on va commencer tout de suite avec une première question. Donc, quelles réactions tu as observées fréquemment juste après une rupture avec une personne toxique? C'est une excellente question qui est simple en apparence, qui a une réponse qui est extrêmement compliquée. On parle souvent, pour introduire le sujet, on parle souvent d'une prison avec une porte ouverte, la relation toxique. C'est-à-dire qu'en gros, on ne peut pas dire qu'on est retenu contre notre gré. Si jamais demain on va en prison, il y a une grille, il y a des gardiens, il y a des murs, tu ne peux pas franchir cette façade, ça te garde prisonnier. Parce que quand tu es avec une personne qui est perverse narcissique, une personne qui est bêtement ou simplement toxique, tu peux partir quand tu veux. C'est-à-dire que c'est une prison mentale dans laquelle tu t'es auto-enfermé. Et il y a tout un process en amont, pendant cette relation, où tu auras au début du love bombing, cette personne va te donner le meilleur traitement, les meilleurs compliments, tu as l'impression d'avoir trouvé ton âme sœur, et puis qui va te détruire dans le temps. Et c'est parce qu'au bout d'un moment, tu es fatigué mentalement, tu es épuisé, parce que tu perds tous tes repères, que tu es coincé mentalement dans cette relation. Et partir devient un acte quasiment héroïque. Des fois, on voit dans la presse, c'est ce que ça m'évoque, je sais pas, une jeune femme a été retenue dans une cave pendant 12 ans et tout d'un coup, elle voit la porte qui s'ouvre, elle arrive enfin à s'en sortir et à réunir toutes ses forces pour arriver à en sortir. Et je pense que quand on est avec une personne qui est perverse narcissique, c'est ça. À un moment donné, on sent que si on reste dedans, on va sombrer, on va peut-être même y passer, et qu'il faut réunir toutes ses forces pour réussir réussir à sortir de ça. Et donc, il a créé dans ta tête toute cette prison mentale, tout cet attachement. Souvent, ça passe par des choses comme t'éloigner de ta famille, de tes amis, te rabaisser, te dire que tu es nul, que tu vaux rien, que ton physique est nul, que ton travail est nul, que ta façon de parler est nulle, que ta façon de mâcher, de dormir est nulle, etc. Il va alterner des phases de gentillesse avec des phases de cruauté qui sont démentes, et ce qui fait que ton cerveau, au bout d'un moment, est perdu. Ça ressemble quasiment dans les guerres à du lavage de cerveau. Tu es complètement désorienté. Et les études ont montré en 2017 que quand on faisait des scans de cerveau de gens qui étaient dans des relations toxiques, ça s'expliquait même chimiquement. On dit que tout d'abord, il y a de la libération de cortisol dans ton corps. Donc, c'est-à-dire que le cortisol, c'est l'hormone du stress. Donc, tu vas, sous le stress quotidien, libérer du cortisol. Le cortisol, à la base, c'est génial. Si jamais tu vois un ours dans la rue, ton corps t'envoie du cortisol, ton corps est en alerte et peut courir plus vite, se défendre, sauter. Tu peux trouver des ressources incroyables dans ton corps pour faire comme cette mère qui voit son enfant qui passe sous un camion, tout d'un coup, avec le cortisol, elle arrive à soulever le camion ou à courir, à prendre sa fille et à la sauver. Donc le cortisol, c'est génial à court terme, sauf que là, tu vas être baigné dans des hormones de stress de manière durable. Ça peut être pendant des mois, des années, parfois même ça peut être pendant 15 ans ou 17 ans. Et donc, tout ton corps est sous ce cortisol en permanence, qui déclenche chez toi une forme d'hypervigilance. Donc, tu es chez toi, à l'endroit où ça devrait être la maison où tu te reposes, où tu te ressources. Quand tu fermes la porte à clé le soir, tu penses que tu es en sécurité, mais ton pire ennemi est sous ta couette. Ton pire ennemi est juste là, près de toi. Tu as ce stress, ce cortisol, qui vient dérégler ce qui s'appelle l'amygdale du cerveau. Alors, il y a l'amygdale de la bouche et c'est celui du cerveau. Et quand on fait des scans, on voit que l'amygdale a tendance à rétrécir. L'amygdale est responsable de plein de choses dans le cerveau humain, et notamment, c'est elle qui va donner une forme de cohérence à ce que tu vis. D'un coup, l'amygdale rétrécit, parce qu'il y a une forme de plasticité du cerveau, ça vient rétrécir au scan, on le voit, et tu arrives dans cette zone de flou, tu ne sais plus vraiment le bien du mal, tu ne sais plus si c'est toi le problème ou si c'est l'autre. Ce qui est bizarre, c'est que vu de l'extérieur, si jamais tu invites des gens à, je sais pas, un barbecue ou quoi, ou à faire un dîner, pour eux, la situation elle est très simple. Ton mari, ta femme, perverse narcissique est problématique, il faut que tu partes. Pour toi qui es dedans, à ce moment-là, ton cerveau ne fonctionne plus très bien. Alors heureusement, quand on en sort, après ça, le cortisol se réduit, l'amygdale retrouve sa forme originale et il n'y a plus de problème. Mais en effet, tu es comme dans un brouillard. Et arriver à partir de ça nécessite, dans cette espèce de brouillard mental, une sacrée force de conviction. Se dire, il a tout pris dans ma vie. Il m'a fait des problèmes avec mes enfants, avec mes amis, avec ma famille, dans mon travail.
Je suis en stress permanent, je ne dors plus, je ne me nourris plus de manière équilibrée, je ne sais plus penser et je dois dans ce brouillard arriver à trouver la sortie et à fuir. Là où lui, il s'en fout. Hein, toi, tu es juste une ressource pour lui, tu es juste une ressource narcissique. Donc, que ce soit toi ou son plan B, parce que souvent, il y a un plan B, un plan C, un plan D, etc. Si c'est pas toi qui bousille, ce sera la prochaine, tu vois. Mais c'est là où on se rend compte la différence dans une séparation classique et dans une C'est séparation ça. avec une personne toxique. Et Et c'est pour ça aussi que c'est très important d'avoir au moins une personne, mais un entourage sur qui on peut se bien fier sûr, justement pour puisse, nous donner des éclairs au bon évidemment, moment quand il le faut. à qui tu Donc, puisses on parler, est qui dans le puisse te pouvoir, c'est renseigner, ça. qui puisse même t'héberger éventuellement et qui puisse être là pour toi. Parce que souvent, l'entourage voit mieux que toi la chose. On est encore, je pense, dans un brouillard pendant un certain temps après la séparation. Ouais. Le Et des temps fois, les que... gens qui n'ont pas vécu ça, te conseille, en fait, il n'y a pas tant de gens que ça qui vivent avec des vrais pervers narcissiques, hommes ou femmes. Et donc, quand tu es en séparation, les gens comprennent pas ça. Ils te disent, oui, mais c'est dur, mais c'est pas grave. Un de perdu, 10 de retrouver. C'est si simple, dis-lui juste que tu as envie de partir. Parce que quand tu l'as pas vécu, tu peux presque pas décrire à quelqu'un qui l'a pas vécu ce que ça fait. Une personne qui Ah l'a ben pas c'est ça. vécu n'a aucune idée de la violence. Et ils disent que cette violence mentale est bien plus forte qu'une violence physique. Ouais, souvent, les gens, quand on en parle, ils vont retenir des faits qui leur semblent vraiment spéciaux, comme des coups ou des choses comme ça. Alors Oui, qu'en fait, c'est le quotidien, toutes les petites choses du quotidien qui sont presque pires en fait je suis d'accord avec toi. Oui. Ouais, ouais. que les coups physiques. Alors la prochaine question, c'est quel comportement te semble contre-productif dans les premières semaines du coup de la séparation? Euh, on doute beaucoup. Moi, j'ai un souvenir que je pense que beaucoup de gens ont eu. J'ai le souvenir d'avoir fermé ma porte à clé de mon nouveau logement et de me dire, ça y est, je suis en sécurité. Cette personne ne pourra pas passer la porte et venir me bousiller. Euh, Bizarrement, notre bourreau peut nous manquer. Là, c'est une espèce de violence qui devient quasiment ordinaire, en fait. T'as même plus de repères au bout de quelques années de qu'est-ce que c'est qu'une relation normale. Quand tu vois quelqu'un de gentil, tu te dis, il est gentil, mais peut-être qu'il me ment. Quand on te dit que tu mérites mieux, tu te dis finalement que t'en sais plus rien. On t'a tellement rabaissé pendant cette relation que t'en sais plus rien. Et c'est très bizarre. Ça ressemble un petit peu au syndrome de Stockholm, mais de temps en temps, les gens, moi, le premier passage, j'ai eu envie d'y retourner. Alors, des fois, c'est juste des bribes d'espèces de réflexes où tu as envie d'y retourner. Et après ça, souvent, tu te reprends, tu dis non, j'en suis sorti et ça ne pourra pas se passer. Mais d'ailleurs, très souvent, il y a beaucoup d'allers-retours dans les derniers mois de la relation, dans les dernières années. Tu as beaucoup d'allers-retours, on se sépare, on se remet ensemble. Il y a ce qui s'appelle le hoovering. Ton pervers narcissique va revenir. Le Hoover, c'est le nom d'aspirateur célèbre américain qui était vendu à des dizaines de millions d'exemplaires. Il vient, il passe l'aspirateur et te dit que c'est pas si grave que ça, qu'on s'est mal compris, que tout peut s'arranger, et tu as envie de croire cette personne. Et donc, souvent, tu vas y retourner, c'est ce qui s'appelle un couple on-off, tu vas y retourner un paquet de fois avant de finir par décider que non, non, c'est bon, c'est fini, ça ne doit plus arriver. Et puis la dernière fois, quand c'est la dernière, souvent tu le sais. Tu le sais parce qu'en fait, pour la plupart des gens, tu t'es fait peur et tu as pensé que tu allais y passer si jamais tu t'en sortais pas. Et la conscience de vie, la pulsion de vie est plus forte que cette relation toxique à un moment donné. Mm. Et puis après ça, ce qui se passe et qui est très classique, j'en parle pas souvent dans mes vidéos, mais tu as vécu quelque chose qui était tellement déglingué que très souvent, la relation qui est juste après avec quelqu'un d'autre, hein, euh, si la personne elle est juste gentiment toxique, tu peux même pas le voir. Je sais pas comment te dire ça, mais c'est comme si tu avais tellement souffert de choses atroces et difficiles que si ensuite, admettons que ton mari ou ton ex-mari, tu m'as rien confié sur ta vie au passage, hein, ou ton frère ou ton père, admettons que la personne de ton entourage soit perverse narcissique. Si ensuite tu rencontres un homme, admettons qu'il soit juste gentiment délirant, tu verras même pas la différence. Parce que tu as tellement souffert
que même une personne vaguement toxique, elle te paraîtra saine. Tu n'as plus la Mhm. référence de qu'est-ce que c'est que l'amour sain au passage. Et ça, c'est compliqué. Donc, beaucoup de gens font une relation pervers narcissique toxique assez longue, puis une nouvelle relation de 2-3 ans avec quelqu'un qui est gentiment déglingué, on pourrait dire, et après ça, ils arrivent enfin dans une relation saine. Ouais. Il y a une transition, tu remarques une transition. Peut-être qu'ils vont trop vite pour se remettre avec quelqu'un et du coup, c'est Ouais, une puis personne de transition. et je sais même pas si on est prêt en réalité quand on sort de l'enfer. Même est-ce qu'un an après ou 2 ans après, on est déjà prêt? On est toujours sous le trauma. On parle de CPTSD, c'est des traumas complexes. On sort de ça avec un trauma qui est complexe à résoudre, qui remet en cause souvent plein de choses dans ta vie. Une rupture classique, tu te sépares, c'est pas agréable déjà. À la base, c'est pas agréable. Mais tu t'en sors au bout d'un an, t'en es sorti, tu penses quasiment plus au bout d'un an et demi en général. T'as quasiment passé à autre chose. Quand on parle d'une relation avec une personne perverse, il a mis en résonance beaucoup de choses de ton enfance. Euh, Par exemple, si jamais, je sais pas, c'est des gens qui sont très bons pour t'observer. Admettons que tes parents t'aient traité d'une certaine manière, il va te traiter exactement de la manière dont tes parents t'ont traité. Et du coup, tu vas faire entrer en résonance ta vie d'aujourd'hui avec celle de ton enfance dans un espèce de machin freudien un peu déglingué. Et ou si jamais tu manques de confiance en toi, ils vont venir insister dessus. Comme si chaque blessure que tu portais, ils avaient cette capacité de prendre une clé ou un couteau et de venir triturer dedans pour l'amplifier. Et t'en ressors traumatisé parce que tu perds pas qu'un couple, tu perds les repères de toute une vie. Tu perds qui tu es au final. T'en ressors, tu sais même plus qui tu es. Tu sais plus quelles sont tes valeurs. Si jamais tu étais un peu timide, ils vont te rendre ultra timide. Si jamais tu manquais de confiance en toi, ils vont te dézinguer par rapport à ça. Si jamais tu détestes la trahison, ils vont te trahir comme ils t'ont jamais, comme personne t'a jamais trahi. Si jamais tu as été abandonné, tu seras abandonné en permanence encore et encore et encore, jusqu'à creuser ce trauma aussi profond qui peut être creusé. La reconstruction va commencer. Tu n'auras pas bizarrement, il y a quelque chose de positif là-dedans, si on est positif. C'est qu'il te montre exactement ce qu'il faut bosser sur toi. Mais ça, mais la plupart des gens qui sortent de ce genre de relation se disent euh, le souci, c'est lui, c'est elle, c'est ce mec, c'est cette femme perverse narcissique, c'est lui le souci. Pourquoi est-ce que je suis tombé dessus? Alors qu'en réalité, cette personne perverse a juste mis en exergue tes blessures d'enfance, tes blessures initiales. Et une fois que tu as compris ça, tu ne bosses plus sur éviter cette personne perverse, qui est juste un miroir de déformant et agrandissant comme à la fois de tes blessures, tu viens bosser sur tes propres blessures. Pourquoi est-ce que j'ai cette peur de l'abandon? Pourquoi est-ce que j'ai cette peur de la trahison? Pourquoi est-ce que je manque de confiance en moi? Pourquoi est-ce que je ne crois pas en moi, tu vois? Et là, tu viens bosser sur le vrai sujet. Le père narcissique n'est qu'un miroir de tes problèmes. Et la plupart des gens qui vont date Tinder juste après, quand tu leur parles, ils te disent ouais, ouais, mon ex, c'était pervers narcissique, c'était un sale type, et j'ai pas eu de chance. Mais c'est pas une question de chance ou de pas de chance. Cette personne n'est pas réellement le problème. On s'entend, hein, ça reste des gens que je mettrai en prison au passage, hein. Mais, mais dans ton cas, le trauma, il va être de résoudre quelque chose de bien plus profond. Donc, tu peux pas aller dans une date Tinder ou Bumble ou Mythique en disant c'est bon, j'ai dégagé de ma vie, je suis prêt. Non, non, c'est qu'est-ce que ça a réveillé comme trauma en moi, sur quoi je vais devoir travailler, à quel point j'ai conscience de ça, et je ne suis pas comme dans une personne qui serait en bas niveau de développement de conscience d'elle-même à dire le problème c'est l'autre. Parce que là, en l'occurrence, oui, personne narcissique est le problème, mais il y a surtout un truc à régler chez toi en priorité, parce qu'il ne faut pas que quelqu'un puisse rentrer dedans à nouveau. Qu'on se mette d'accord, il y a plein de gens qui rentrent jamais en relation avec des pervers narcissiques au passage, hein. Tu sais, quand on dit j'ai pas eu de chance, j'ai pas eu de chance, ce sont des gens qui ont vu marquer sur ta tête gentil, trop bon, trop bête, tu vois, manque de confiance en lui, c'est marqué sur nous, ils ont su le détecter direct. Il y a plein de gens, ils sont en relation avec des pervers narcissiques, au bout de 3 mois, ils partent, hein, ils font c'est bon, cette relation est Mm. bizarre, j'en ai pas besoin, hein. Là où toi, peut-être, ou moi, tu vois, il y a peut-être ce besoin d'être plus aimé, d'être reconnu, d'être enfin accepté différemment. Et ils ont utilisé toutes ces failles pour rentrer dedans et on a sauté dedans en piégeant parce qu'on voulait avoir ce genre de reconnaissance. Ouais, puis quelque chose peut-être aussi de familier. Si Totalement. on C'est a quelque chose de déjà familier. vécu des relations compliquées. Euh, Selon toi, qu'est-ce qui sabote le plus souvent le processus de détachement émotionnel? Euh,
qu'est-ce qui sabote le processus de détachement émotionnel? Je dirais que déjà, ta question rejoint tout ce qu'on vient de voir, donc c'est la suite logique. Ta question est la suite logique de ça. Il y a quelque chose qu'il faut savoir, c'est quelle que soit la dureté de la relation, quoi que tu aies vécu, y compris de la prison, hein, j'entends des pires cas ou des cas de violence physique grave, il y a un moment donné où ton cerveau fait le tri et vient supprimer, même sans que tu bosses dessus, ton cerveau, on estime ça à peu près, c'est entre 2 et 3 ans, ils ne savent pas précisément, mais entre 2 et 3 ans, tu peux croiser cette personne et ça te fait rien. Tu n'as ni positif, ni négatif, tu t'es même pas forcé à ne pas voir cette personne. Parce que je veux dire, tu t'es même pas forcé à l'effacer de ta mémoire. Au bout d'un moment, ça devient comme quelqu'un dans la rue que tu croiserais, comme un étranger dans la rue. Donc déjà, ce détachement émotionnel, il va finir par arriver. Et je prône, moi qui suis quelqu'un de très positif, je prône surtout de ne pas toujours diaboliser l'autre, mais dans la phase 2, ça va être en effet de comprendre ce que ça révèle sur toi. Et le processus de détachement émotionnel, il arrive au moment où tu réalises quelle est la grande leçon que ça m'apprend. Quelle est la grande leçon que ça m'apprend? Je vais te donner un exemple dans un autre domaine. Ok, le domaine professionnel, il est génial parce que ça parle de chiffres, ça parle de sous, ça se comprend très facilement. Et après ça, on revient au domaine amoureux. Il y a quelques temps de ça, j'ai une société à laquelle je tenais beaucoup et qui a failli couler. Et j'appelle un psychiatre en urgence. Un matin, je dis, donnez-moi des médicaments. Le psychiatre me dit bah, peut-être, monsieur Pétavin, passez me voir, on va en parler ensemble au cabinet. Et je dis, bah, il n'y a pas besoin, en fait, ma société s'écroule, je suis triste, ça fait des années que je bosse dessus, c'est comme mon bébé, et je suis triste de ça. Il m'a dit une très belle chose, il m'a dit, et si on considérait ça différemment, si on considérait que cette société devait peut-être s'écrouler, que c'était peut-être normal qu'elle s'écroule pour laisser place à quelque chose d'autre par la suite. Il y a deux façons de voir une relation avec une personne perverse narcissique. Soit se dire, j'ai pas eu de chance, c'est de sa faute à lui, c'est de sa faute à elle, c'est elle le monstre, etc. Soit c'est de se dire, dans cette histoire, quelle est la fin d'un cycle dans ma vie, quel est le début d'un autre cycle. Et à ce moment-là, tu arrives dans autre chose. Tu n'as même pas besoin d'avoir un détachement émotionnel, c'est de se dire, quelle est la leçon, qu'est-ce que j'ai appris. Je suis tellement plus heureux aujourd'hui que je ne l'ai jamais été, moi, de toute ma vie. Mais j'ai envie de dire grâce à ou à cause de cette relation toxique, j'ai jamais autant appris sur moi. Je pense qu'on apprend aussi au moment où on souffre de manière évidente. L'être humain, il n'a pas tellement envie d'apprendre quand tout se passe bien. J'aurais jamais été aussi loin, j'aurais même jamais, même dans cette relation, je peux aussi la remercier parce que grâce à cette relation, j'ai pu créer cette chaîne YouTube et montrer à la France entière ce qui se passait et peut-être sauver peut-être des centaines ou des milliers de personnes de relations toxiques. Peut-être aussi qu'il y a eu des dérives, que certains ont mal compris le message et se sont dit allez, il faut que je parte de mon mariage parce que cette vidéo ressemble un peu à mon mari, Jean-Michel, et du coup, il faut que je le quitte alors qu'en fait, c'était pas le cas, tu vois. Mais je pense que majoritairement, ça a été un message qui a aidé des gens. Et c'est voir le positif. Grâce à ça, grâce à ma souffrance, j'ai transcendé ça en quelque chose d'autre. Grâce à ça, j'ai aussi résolu probablement mes relations familiales. Parce que j'ai enfin compris que je vivais quelque chose que je devais pas vivre de cette manière-là. Il y a une femme qui m'a appelé un jour, elle m'a dit ça se passe très mal. Elle avait une fille qui avait 8-9 ans et sa fille l'insultait. Elle lui disait des gros mots. Elle m'appelle, elle me dit monsieur Pétavin, Antoine, est-ce que c'est normal? Elle me traite avec des gros mots, mais des gros mots qui ne sont pas dignes d'une fille de 8-9 ans, qui sont même surprenants. C'était surprenant qu'elle connaisse ce genre de gros mots. On s'appelle pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, et puis je lui dis mais d'où est-ce qu'elle peut connaître ces gros mots? Elle lui dit bah mon mari me traitait déjà un peu de la manière là. Donc on peut imaginer, sans avoir fait un bac+5 en psychologie, que le mari, l'ex-mari, avait appris ces gros mots à sa fille, et que donc l'ex-mari et la fille traitaient la mère de la même manière, quoi. Et en cherchant un peu plus loin, elle découvre aussi que finalement ses parents à elle, donc sa fille la traite comme ça, son ex-mari la traite comme ça, mais ses parents à elle la traitent comme ça aussi. Donc en fait, elle est pas en train de résoudre que quelque chose avec sa fille ou avec son ex-mari, elle est en train de résoudre toute une génération descendante là-dedans. Et si ça se trouve, même si elle remontait à son grand-père, à son arrière-grand-père, à son arrière-arrière-grand-père, elle pourrait découvrir que de génération en génération, peut-être les femmes sont maltraitées. Et peut-être que c'est la première à lutter contre ça et à réussir à s'en sortir.
Et donc, elle a l'opportunité de résoudre ça avec sa fille, mais peut-être aussi avec son ex-mari, peut-être aussi avec ses parents, peut-être aussi avec ses grands-parents. Et le problème là-dedans n'est pas que l'ex-mari. L'ex-mari est problématique s'il l'insulte. Mais ce n'est pas que lui, c'est la façon dont finalement on l'a toujours traité dans toute sa vie. Et donc là, le détachement émotionnel, c'est pas que vis-à-vis de lui, de Jean-Marie ou de Jean-Mich, c'est vis-à-vis de tout le monde, de toute la façon dont elle est considérée. Et donc, elle a cette opportunité et cette force aujourd'hui de lutter et de rétablir une forme de détachement émotionnel par rapport à ça, et éventuellement de pouvoir transmettre ça à sa fille ou à ses autres enfants. Et c'est le moment où ça devient une opportunité, en fait, ce moment où on se rend compte qu'il y a eu plein de relations, peu importe les formes de relations, ça n'allait pas. Et puis un jour, il y a une relation qui nous réveille en quelque sorte et on dit stop. Et on se rend compte que c'est nous qui devons travailler sur nous-mêmes. C'est ça, oui. Il y a, j'ai un client qui a fait pas son organigramme, il a fait son arbre généalogique. Et il est remonté jusqu'à 1700 quelque chose. Et il découvre que son ex-femme avait un nom et un prénom qui était assez, faut pas le révéler, mais qui était assez particulier. Il découvre qu'en 1732 ou 1729, quelque chose comme ça, il y a déjà eu un arrière-grand-père qui avait son nom et son prénom à lui, le même, et aussi une compagne qui avait le même prénom. Alors, est-ce que c'est un hasard ou pas? Il découvre qu'en 1800, après ça, 100 ans après quelque chose, il y a un nom et prénom d'une arrière-arrière-grand-mère aussi, qui ressemblait grandement, encore une fois. Et donc, alors, qu'on y croit, qu'on n'y croit pas, qu'on voit ça comme un signal de la vie de l'espace, que ce soit un super hasard, le nom était quand même très particulier, des deux. Hein. Donc, la chance pour que ça arrive était minime. Et on comprend bien que tout d'un coup, tu es en train de lutter peut-être face à quelque chose qui a peut-être 500 ans, qui a peut-être 1000 ans, en fait. Et je pense que la différence entre ceux qui s'en remettent bien et ceux qui souffrent, c'est que ceux qui souffrent voient le problème en local. Mon souci, c'est Charles-Henri Édouard qui habite à telle adresse, dans telle ville, c'est lui qui m'a fait souffrir. Et ceux qui se soignent prennent conscience d'un machin qui est bien plus grand, qui les affecte dans bien plus de parties de leur vie, si on vient sur du freudien, sur des compulsions de répétition, et peut-être même sur des centaines d'années. Et là, ton combat, c'est plus Charles-Henri qui t'a fait subir un enfer pendant 5 ans, c'est peut-être 500, peut-être 2000 années de traitements répétitifs contre lesquels tu es en train de lutter. Et contre lesquels tu te lèves un jour en disant j'ai la conviction que ça va se passer différemment aujourd'hui. C'est générationnel, quoi. Ouais, et c'est beaucoup plus gros. Et puis des fois, de cette c'est toute équation. Une lignée, en fait, que tu viens réparer quand tu ouvres les yeux. C'est peut-être toi qui vas stopper tout ça, quoi. Et oui, c'est ça, mais on se croirait dans un film Netflix quasiment. Donc il faut bien comprendre que dans ces lignées de répétition, si tu cherches bien, tu les trouves toujours. Hein. Dans ces lignées de répétition, tu es peut-être là-dedans. Peut-être que tu pourras te sauver toi seulement. C'est-à-dire que peut-être que tes enfants, tes petits-enfants, etc., vont continuer quelque chose qui est assez rigide et qui a peut-être des milliers d'années. Ou peut-être que toi, tu seras l'étendard pour arrêter ça et pour faire que ça va s'arrêter. Mais dans tous les cas, il ne faut pas se mettre de pression dessus en se disant je dois impérativement sauver toute ma descendance, j'ai ça sur le dos comme truc. Il faut se dire je vais essayer, ça va être une bonne impulsion, mais déjà je dois moi me sauver d'une forme de descendance de répétition. Et si je peux, j'essaierai de sauver des gens dans l'histoire ou pas, mais chacun doit un peu se sauver de sa propre vie. Il est compliqué, par exemple, je pensais à la petite fille là, qui avait 8-9 ans et qui insultait sa mère, il est compliqué d'être sûr d'arriver à la sortir de ça. Mais c'est vrai que les enfants, c'est un gros sujet hein, dans ce type de relation. C'est souvent Évidemment, les inquiétudes de tous les parents. Ils sont toujours pris en otage. Et bien évidemment, c'est des otages parfaits de ce genre d'équation. Si je ne peux pas te faire souffrir en direct, je te ferai souffrir en passant par l'enfant. Je crois que c'est la pire chose à faire avec un pervers narcissique. C'est avoir des enfants vrai. avec. On va passer à la prochaine question. Donc, comment reconnaître, même après coup, qu'on était dans une relation toxique ou sous emprise? Parce que c'est vrai que des fois, quand on est dedans, on est tellement dans la confusion, on ne s'en rend même pas compte. Alors, étonnamment, c'est très bizarre ce que je vais te dire, mais étonnamment, c'est souvent nos amis qui nous en parlent.
on perd très souvent notre propre capacité à avoir un jugement dans notre relation amoureuse. Parce qu'il y a de l'ego, parce qu'il y a des émotions, parce qu'il y a de l'amour, parce qu'il y a un quotidien, parce qu'il y a des habitudes. On n'est souvent pas capable de ça. Alors, il existe des quiz. Moi, j'en ai un sur mon site, mais c'est le quiz mondial officiel. Il y a une vingtaine, trentaine de questions dedans qui te donnent déjà des repères assez simples. Mais il faut noter que ce quiz a des questions qui sont assez larges et généralistes. Donc, c'est bien de faire un premier quiz en 20 questions, mais tu ne définis pas un profil psy seulement sur 20 questions, même si c'est ce qui est dans le DSM et autres ouvrages scientifiques. Mais ça donne déjà à peu près une idée. Et après ça, ouais, demander à ses amis, tout en se disant, je n'ai peut-être pas la capacité aujourd'hui de savoir si je suis en relation toxique ou pas. Et tes amis savent très bien. Il n'y a pas de doute. Eux, ils ont un regard externe, ça va. Ou alors, c'est une fois qu'on est sorti, qu'on s'informe, parce que c'est en s'informant qu'on C'est retrace vrai, un ouais, peu c'est ça. Oui, oui. les schémas, parce que c'est toujours les mêmes schémas. Et là, on tombe des nues, limite. Je passe à la 5e question. Quelle est, selon toi, la différence entre une rupture classique et une rupture après manipulation? Parce qu'on a dit tout à l'heure que, justement, c'était pas du tout le même cas de figure. Il y a un signe qui est imparable pour savoir la différence, c'est que dans une rupture classique, on a une douleur c'est pire que d'aller chez le dentiste, hein, d'avoir une rupture classique. Ça fait vraiment souffrir mentalement, mais aussi physiquement. Quand on parle du cœur brisé, c'est l'impression qu'on a. On a l'impression d'avoir le cœur qui est coupé en deux. Et dans une rupture toxique, je dirais que très souvent, ça fait écho avec plein de choses de ta vie. On dit que quand on n'arrive pas du tout à se remettre d'une rupture ou quand on sent que ça prend beaucoup, beaucoup de temps, c'est que le souci n'est pas que cette rupture amoureuse-là, c'est la répétition de quelque chose de plus grand dans le passé, notamment dans l'enfance en général. Admettons, un enfant a une relation compliquée avec ses parents, je sais pas, les parents l'ont maltraité ou abandonné, ou une mère dépressive, un père toujours à son travail, etc. Et tout d'un coup, tu revis le même genre de relation dans ta vie amoureuse après. Ce sera dur parce que tu auras juste vécu une relation qui t'aura rappelé ce même genre de choses qui est à peu près aussi toxique que celle que tu étais dans ton enfance. Alors, pour autant, une relation peut être toxique sans pour autant que ce soit une relation avec une personne perverse narcissique. Il y a différents niveaux. Comme dans chaque pathologie, par exemple, on peut être psychopathe à quelques pourcents et tout se passe bien. Il y a une théorie qui dit qu'on est tous psychopathes à 7%, et ce serait totalement normal. On a tous les profils toxiques à 7%. Et si tu l'as à 7%, c'est que tu es normal. Si tu es psychopathe à 20%, je pense que tu as une vie à peu près normale. Si jamais tu es psychopathe à 99%, tu vas dans la rue et tu dis des mots que je ne peux pas dire sur YouTube, tu prends des gens et tu les coupes en deux, tu vois. Donc, on comprend bien qu'il y a des pourcentages dans chaque pathologie. Personne peut être juste légèrement toxique, franchement toxique, juste un peu bête ou égoïste. Puis après ça, on va monter dans d'autres choses qui sont typiquement le pervers narcissique, qui a qu'une seule envie, c'est de te bousiller, en fait, bousiller ta vie. Et là, oui, si quelqu'un te veut du mal à ce point-là, c'est qu'a priori, on est qu'une personne qui est dangereuse. Oui, c'est ça. C'est qu'on parle de relations toxiques, de personnes toxiques, mais tout peut être, beaucoup de personnalités peuvent être toxiques. Là, on est vraiment sur du dangereux avec Oui. un pervers narcissique, un ou une perverse narcissique. Du coup, là, on va parler plutôt de l'emprise. Oui. Quel mécanisme manipulatif observes-tu le plus souvent dans les relations? Oh, il y en a tellement, il y en a tellement. Oh là là. Déjà, il y a le chaud-froid. Le gaslighting est peut-être un de mes préférés. Enfin, un des préférés, c'est un des plus classiques en tout cas. Le gaslighting consiste à faire croire à l'autre qu'il se trompe en permanence ou qu'il voit mal les choses. Par exemple, c'est de dire que ce que tu as vu est faux. Un exemple tout simple. Tu prêtes ou tu donnes 100 € à ton compagnon la veille et le lendemain, tu demandes qu'il te les rende, il te dit tu m'as jamais prêté 100 €. Jamais, tu inventes. Et tu auras beau lui montrer par A plus B que c'est vrai, il te dira non, je ne te crois pas. Ou alors il va te dire que tu as prononcé certaines phrases dans une soirée. Vous êtes dans une soirée avec des amis, tu prends ta voiture pour rentrer à la maison, il va te dire mais tu m'as fait honte quand tu as dit ça, sauf que la phrase tu l'as jamais dite.
Donc, il vient réinventer la réalité. Et ça, Ça rend c'est généralement, quand on commence à te faire douter de ce que tu dis et de ce que tu as fait, on est sur une relation qui est dangereuse, oui. ouais, ouais, ça rend fou complètement, ouais. Oui, D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes, arrivées à un certain stade de la relation, elles ne savent même plus qui est qui entre les totalement 2. d'accord. Les gens viennent me voir et me disent, si ça se trouve, c'est moi qui suis pervers narcissique. C'est fou quand même Oui. d'en arriver là. Alors, pourquoi est-ce si difficile d'ouvrir les yeux quand on est dedans? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, justement, à l'extérieur, qui ne connaissent pas ce type de relation, ce type de mécanisme, pensent qu'on a juste à sortir, à partir, et pourtant, c'est pas si facile. Je dirais qu'il y a plein de mécanismes qui rentrent en jeu et qui expliquent que c'est difficile d'en sortir. Bien souvent, alors quand une personne est bonne manipulatrice, un bon gros pervers narcissique saura exactement quoi te donner pour que tu restes. Je vais commencer par des exemples très simples. On va partir sur des exemples plus compliqués après. Admettons que cette personne perverse narcissique, c'est parce que tu lui as dit que tu veux des enfants. Dans ce cas, c'est très simple, il peut te faire miroiter pendant des années. Admettons, tu le croises quand tu as 32 ans. On sait bien qu'après 45 ans, ça va être compliqué d'avoir des enfants. Il peut te garder pendant 5 ans, 7 ans ou 10 ans, te disant oui, oui, on va le faire bientôt, mais c'est pas encore le moment, dans quelques temps. Et donc, parce qu'il sait que c'est très important pour toi, il peut te garder dessus. Ça peut être aussi euh, il peut te garder en te faisant miroiter qu'il y aura un mariage. Il peut te garder en te faisant miroiter que tous ces problèmes vont s'arrêter bientôt. Il peut te garder en te donnant parfois les choses que tu aimes bien dans la vie, les choses après lesquelles tu cours. Donc, on sent bien qu'il va chercher ton point faible et va venir l'exploiter. Il va chercher tous tes secrets aussi et te faire chanter avec ça. Il y a tout un tas de dynamiques. Et puis surtout, je pense que la plupart des gens qui sont en prise avec des périodes narcissiques, on peut penser que c'est des gens qui sont bêtes, comme je l'ai été au passage, hein, d'être dans ce genre de relation. On pourrait se dire, mais ce mec est complètement bête, il était dans des relations toxiques, alors qu'il est coach dans les relations amoureuses. Mais on a certains profils qui sont. Déjà, au bout d'un moment, tu as une fatigue mentale qui fait que tu as du mal à réfléchir, à savoir où tu es. Et puis, il y a aussi des profils de gens qui ont plus d'empathie, qui ont plus de gentillesse, qui ont plus de patience. J'ai beaucoup d'infirmières qui m'appellent, beaucoup de docteurs, même beaucoup de psychologues, beaucoup de coachs, beaucoup de pompiers, tous les gens qui sont dans le service à l'autre et qui sont déjà habitués à supporter l'autre, supporter des victimes, par exemple. Quand tu es, par exemple, infirmière, tu dois gérer dans ton quotidien des gens qui sont malades, qui vont mal, qui ne sont pas toujours de bonne humeur. Tu as beaucoup d'empathie pour ça. Tu te dis, parce qu'ils souffrent, je dois accepter qu'ils soient comme ça. Et donc, ils vont chercher certaines personnes qui sont plus tolérantes. Plus tu auras d'empathie, plus tu seras abusé. Plus tu auras de gentillesse, plus tu seras abusé. Plus tu auras de patience, plus tu seras abusé. Même plus tu auras d'intelligence à comprendre l'état de l'autre, plus tu seras abusé. Par exemple, tu vas dire, oui, mais je comprends pourquoi est-ce que mon mari est en colère, parce que c'est très dur dans son travail, parce que dans son enfance, il y a eu ci, il y a eu ça, donc je dois le tolérer. Donc parce que tu es intelligent, tu vas supporter des situations. Là où une personne bête n'aurait jamais accepté ça. Une personne bête aurait juste dit, ben pars, je m'en fous. Donc on reste coincé pour beaucoup de raisons. Là, on peut faire, je pense, 10 heures de vidéo sur le sujet, mais je dirais que dans les principales, il y a une promesse, il y a des promesses qui sont bien évidemment jamais tenues. Il y a du chantage qui est quotidien, il y a une fatigue mentale dessus, et tout ceci cumulé avec aussi l'intelligence, la patience, l'empathie. Déjà, les 4 points-là font que tu as déjà certains profils qui restent plus que d'autres. Et qui expliquent pourquoi est-ce que ça peut durer, pourquoi est-ce qu'une relation qui aurait dû se terminer au bout de 3 mois, finalement, a fini par durer 3 ans ou 30 ans. Et une emprise aussi qui n'est pas seulement mentale, ça va être aussi au niveau financier, Ah, totalement. environnemental. On Parfois, t'isole, il y on a te, on des te- on te femmes, dépouille de ton fric. Ouais, bien sûr. ouais, des femmes qui sont complètement mises sous contrôle et qui n'ont plus du tout la main sur rien. Et c'est Oui. pour ça aussi souvent qu'elles ne partent pas, parce qu'elles ne savent pas comment partir, avec quoi, où. Oui, oui, oui. Et puis c'est long un plan de départ.
retrouver des finances. Lorsque, par exemple, on t'a fait perdre ton travail, il faut trouver un logement, il faut trouver un avocat parfois quand on est marié, quand il y a des enfants, quand il y a une maison. Donc oui, c'est long. Il faut refaire un cercle social quand l'autre te contrôle en permanence. Je parle des femmes, les hommes aussi. Hein, c'est 50-50 chez les parents narcissiques. Il y a autant d'hommes que de femmes dans le lot. Mais oui, c'est compliqué. Ouais. La fuite, euh, tout sera freiné, tout sera des obstacles à ce que tu partes. Si jamais tu pars, on va te dire, par exemple, tes enfants, tu les reverras jamais. Parce que je vais les monter contre toi. Si tu pars, je vais te dénoncer à la police. Si tu pars, je vais te dire à tous tes collègues de bureau tes petits secrets. Et donc, ouais, la victime, forcément, elle a peur. Déjà, elle est fatiguée mentalement, elle est fatiguée physiquement. Et oui, elle a peur de partir. Mm. En plus, elle doit se battre contre quelqu'un qui lui rejette tout. Parce que C'est ça. c'est le cas pendant la relation, mais c'est le cas aussi Oui, après la séparation. oui, c'est ça. Il faut se battre pendant, c'est ça, ouais. Pendant, avant la rupture, pendant la rupture et après la rupture. Ouais, c'est ça. Mm. Euh, Est-ce que tu as remarqué des phrases types ou des schémas de communication qui peuvent alerter ou mettre la puce à l'oreille? Alors, je pense que, alors, oui, il y en a, mais je vais vous dire pourquoi j'hésite à les dire aujourd'hui. Parce que ces phrases-là peuvent être aussi prononcées par quelqu'un qui serait sain. Donc, avant de vous les donner, ces phrases-là, à tous, j'aimerais juste rappeler que on détecte quelqu'un de toxique dans le temps. Il y a entre 3 et 6 mois de love bombing où ça se passe à merveille. Derrière, ça commence à être dramatique, chaque jour un peu plus, pendant des années. Et c'est comme ça qu'on découvre que quelqu'un est méchant. On découvre aussi quelqu'un de fiable dans le temps. On découvre quelqu'un de bien dans le temps. On découvre quelqu'un de mauvais dans le temps. Donc oui, ça prend du temps. Maintenant, il y a des choses qui peuvent mettre la puce à l'oreille. Et dans ces phrases-là, je veux juste bien qu'on se rappelle qu'elles peuvent aussi être dites par des gens qui sont sains. Des phrases dans la partie love bombing qui seront bien trop intenses par rapport à ce qu'on vit. J'ai jamais rencontré une femme comme toi. Tu es mon âme sœur au bout de quelques jours. Je t'admire tellement. Je t'aime autant au bout de 10 jours. Tu es l'amour de ma vie. On va se marier, on aura des enfants. Et tu sais, dans cette phase de love bombing, tu as beaucoup trop d'amour, beaucoup trop vite. Maintenant, pourquoi est-ce que je mets un astérisque dessus? C'est une personne qui est juste je sais pas, célibataire depuis 5-6 ans, qui rencontre quelqu'un qui serait un peu tout excité au début, pour aussi dire ce genre de phrase, et pourtant ce serait pas méchant. Mais en tout cas, une relation qui part sur les chapeaux de roue beaucoup trop vite, où tout a l'air beaucoup trop parfait, j'ai envie de dire que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Il y a une forme de méfiance à ça. Il faut toujours garder en tête que si jamais c'est une personne perverse, je dis pas ça pour devenir aigri ou paranoïaque, mais il faut toujours garder en tête que l'indicateur principal qu'on est dans une relation toxique, c'est que ça va très très vite. La deuxième chose, c'est celle dont tu as parlé au tout début, c'est que tout d'un coup, tu as une grosse crise qui sort de nulle part, au bout de 3 mois, et ça, tout le monde s'en rappelle. Tu as une crise gigantesque qui n'a aucun sens. Moi, dans mon cas, je me souviens que on m'a reproché de ne pas vouloir boire un café. J'avais pas le temps, j'avais une réunion avec mon équipe, on m'a dit, et cette personne m'a dit, si tu bois ton café, je te quitte, c'est la fin, je casse tout ici. Et je comprenais pas le lien. Et en fait, cette crise-là, c'est ta capacité, c'est venir tester ta capacité à tout accepter. Et si tu as une grosse phase de love bombing, tout d'un coup une immense crise, déjà, méfiance. Mhm. Ouais, c'est les excès dans tout, en fait. Ouais, C'est pour ça aussi que les personnes sont très attachées rapidement parce qu'on les met dans un excès d'amour, quoi. C'est ça le love bombing. On leur vend on leur donne tous leurs rêves, enfin, on leur fait croire, exactement. on leur fait croire plutôt. Et du coup, ouais, tu touches plus le sol et cette crise arrive. Enfin, moi, je me souviens, j'étais sidérée, quoi. Parce que, ouais, elle n'a aucun sens et Ouais. on passe du tout au tout. Du tout au tout, ouais. Et tu comprends pas, tu te dis, j'ai forcément mal interprété ça, j'ai forcément mal vu, on doit mal se comprendre. Ça peut pas être, cette personne qui était si parfaite ne peut pas aujourd'hui être comme ça, c'est juste impossible. Mais si cette première crise, elle arrive, je pense qu'il y a déjà une emprise Oui, tout qui a à fait, été oui. réalisée pour qu'ils se sentent à l'aise il ou elle se sentent à l'aise à enlever son masque et puis lâcher cette première crise. Oui,
Parce que sinon, tu prends tes jambes à ton cou assez rapidement, finalement. C'est vrai. Oui, oui, tout à fait, oui. Tout à fait. Comment tu pourrais expliquer le va-et-vient émotionnel, les rechutes ou le retour vers l'ex? Parce que tu disais, quand on a commencé, qu'il y avait souvent beaucoup de ruptures. On y retourne souvent. Comment on peut expliquer ça? Qu'on fait autant de rechutes? Ouais. Qu'il y a Euh, dans une relation, il y a beaucoup de séparations et mais pourtant on parce y qu'on veut y retourne. croire, souvent, on veut y croire, et puis on se dit que, en fait, il faut bien comprendre que c'est un jeu, tu as affaire à un jeu qui va s'adapter en face de toi, à qui tu es. Donc, c'est-à-dire qu'à chaque fois que tu laisses tomber, cette personne revient gentiment. Si jamais tout d'un coup, elle te donne trop, le lendemain, elle va te taper dessus au sens propre ou figuré, tu vois. Donc, c'est-à-dire que c'est un jeu qui te laisse de l'espoir tout le long. Tout le long, tu as espoir de pouvoir arranger la chose. Et à force de répétition, à force de tests, tu finis par comprendre que ça marchera pas. Je te donne un exemple. Euh, Moi, je suis parti à un moment donné où je me suis dit, j'ai vraiment tout essayé. Les victimes cherchent des réponses. Elles se disent, bon alors, quand je dis ça, je me fais réprimander. Par contre, quand je fais tel type de choses, dans ce cas-là, il est content. Et les gens cherchent une forme de logique pendant des années à se dire, je vais comprendre comment ça fonctionne. Je vais m'adapter pour savoir comment ça marche. Et un jour, tu comprends que, mais ça prend du temps parce que chaque expérience, chaque aventure met un peu de temps. À un moment donné, tu comprends que euh, quoi que tu fasses, ça marchera pas. Parce que l'autre est juste en train de te faire croire qu'il a une solution, alors qu'en fait, il change d'avis aléatoirement. Je sais pas, ça a du sens ce que je dis ou pas? Ça se comprend? Oui, 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 c'est tout à fait Par ça. exemple, je te donne un exemple tout bête, un exemple tout simple. Moi, je pensais qu'en l'emmenant au restaurant, je sais pas, le lundi soir, on pouvait parler, s'arranger les choses. Mais en fait, des fois, elle pouvait haïr ce restaurant, d'autres fois l'adorer. Dans mon cerveau, je n'arrivais pas à comprendre comment est-ce qu'on peut aussi bien haïr un restaurant que l'adorer d'une semaine à l'autre. Et un jour, j'ai juste compris que c'était juste pour m'énerver, en fait, juste pour me taper sur le système, en fait. Mais c'est un système qui est juste fait, je sais pas comment dire, c'est un espèce de labyrinthe qui est créé sur mesure pour toi au fur et à mesure que tu avances dedans, on te perd dedans, en te faisant croire qu'il y a peut-être une solution, une sortie, alors qu'en fait, il n'a jamais eu. Mm. Ouais, c'est ça, c'est l'autre se joue de toi C'est ça. Et à un en moment te donné, tu te dis manipullant. là, je comprends qu'il y a, là, je comprends qu'il y a un souci. Et toi, justement, qui as euh, l'accompagnement et tu donnes les informations sur des relations saines, Oui. en comparaison, justement, une relation saine, en général, il n'y a pas de séparation, autant de séparation pendant la relation. Pas forcément. Tu peux Ah avoir oui, des relations qui sont très saines où on va se séparer régulièrement. Ça arrive aussi, c'est possible. Parfois, des d'accord. fois, c'est juste une mauvaise communication. Parfois, c'est parce qu'il y a un manque d'intelligence émotionnelle. Parfois, c'est parce que les critères de l'un ou la façon de penser de l'un ne sont pas identiques à ceux de l'autre. Donc, même dans une relation avec des gens sains, on peut, deux personnes très saines et qui s'aiment en plus, qui ont des profonds sentiments d'amour l'un pour l'autre, peuvent pourtant se séparer plein de fois. Parce que juste, on a une mauvaise communication, on se comprend mal, on a des attentes différentes dans la vie. Deux personnes saines peuvent créer à elles deux une situation toxique aussi. Ouais, d'accord. Alors, on va parler de la reconstruction. Quel rôle joue la lucidité dans la reconstruction et qu'est-ce qu'on fait des émotions, justement? Il y a un moment donné, quand tu mets cette personne loin de toi, quand tu arrives à t'isoler, quand tu arrives à retrouver ta vie, il y a tout ton corps, tout ton esprit qui va se calmer. Donc là, tu peux commencer à retrouver cette lucidité. On a dit aussi que dans les étapes de guérison, la toute première, ce sera de raconter en boucle son histoire. J'ai beaucoup de clients qui me disent, Antoine, mon histoire est incroyable, faut que je te la raconte, je vais en faire un livre, etc. Je reçois beaucoup de livres de gens qui vivent ça. Mais finalement, les livres sont souvent une forme d'analyse de la méchanceté de ce qu'ils ont reçu. Et c'est juste ces livres où lorsqu'on raconte ce qui nous est arrivé, c'est juste une première étape. On a besoin de tout déverser. On a juste besoin qu'on nous dise
Non, tu n'es pas fou, tu as vraiment vécu quelque chose d'atroce. C'est juste ça qu'on veut entendre. Et arrive l'étape d'après, celle de la compréhension des fameux schémas qu'on a vus tout à l'heure, où on comprend qu'il y avait probablement une résonance, un écho avec nos histoires d'enfance. Le problème était bien plus grand que ça, et que ce soit avec nos histoires d'enfance, ou comme je t'ai dit, dans notre généalogie, on arrive sur une autre perception de la vie. Et c'est une reconstruction qui n'est pas, cette lucidité, elle n'est pas linéaire. Tu peux aussi tout à fait avoir, pendant quelques mois, aller beaucoup mieux, et puis le 8e mois, tu te sens mal, ça n'a plus de sens, tu n'as pas trouvé, et tu penses que c'est foutu. Et tu vas rechuter. Et là, tu vas recommencer après ça. Et à force de vagues, ce sont des vagues qui vont quand même dans la même direction globalement. Au bout d'un moment, tu finis par, tu finis par trouver ta lucidité. Et ça peut prendre du temps. Il ne faut pas s'en vouloir. Pour moi, par exemple, ça m'a pris 3 ou 4 ans quand même. Ah Et oui. il faut pas se dire, mince, ça y est, ça fait 2 ans et demi, je suis encore là-dedans, peut-être 6 ans. L'important, c'est de se dire, j'ai cette motivation à trouver comment faire pour trouver une forme d'apaisement là-dedans. Et pour comprendre ce qui m'est arrivé. Oui, c'est des étapes. Après, comme une séparation normale, on va dire, il y a des étapes émotionnelles. Et après, il y a aussi les actions qu'on met en place pour se sortir de là. Parce qu'il y en a Évidemment, qui vont aimer en fait un peu rester là-dedans, quoi, tout à fait. dans ce rôle de victime. Tout à fait. Bah, je te remercie beaucoup, Avec grand Antoine. plaisir. Mais mettez des commentaires, j'aurais plaisir à aller les voir et à regarder ce que les gens en ont pensé ou s'il y a des questions. Ouais, c'était super de partager cette entrevue avec toi. Je te remercie. À plus tard. Avec plaisir. Salut à tous, bye. Merci Salut. Lucie.